Il y a beaucoup d'études qui montrent que le cartilage articulaire, qui est un tissu qui s'abîme au cours de la vie, se régénère un peu lorsqu'on lui fait faire un mouvement, mais un mouvement adapté, un mouvement sans contrainte, un mouvement progressif. Et au final, le meilleur médicament, que j'ai trouvé, c'est, véritablement, le yoga. Au niveau du cerveau, il y a un effet de relargage de substances opioïdes, comme si je me fabriquais ma propre morphine. Bonjour à tous. Alors on a longtemps cru que pour les problèmes d'articulation, l'arthrose, l'arthrite, etc., le mieux c'était le repos. Eh bien, c'est pas tout à fait juste. Depuis quelques temps, depuis quelques années, les médecins ont montré que c'était plutôt l'inverse et qu'il y a des activités qui sont importantes quand on souffre des articulations et parmi elles le yoga. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'être avec Mathilde Legout et Bonjour. le docteur Patrick Legout. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec moi. Vous venez de sortir un livre, Arthrose, arthrite, vaincre la douleur par le mouvement, dans lequel vous présentez 8 programmes d'accompagnement avec le yoga. On va revenir un petit peu sur ces termes, effectivement, mais peut-être pour commencer, pour vous présenter un petit peu. Alors, Patrick, vous êtes médecin, rhumatologue, médecin du sport. Vous êtes à la fois clinicien, mais aussi chercheur. D'ailleurs, vous êtes en train de mener une étude sur les inflammations des articulations, on en reparlera. Vous êtes aussi médecin au sein de la Fédération française de tennis. Vous étiez d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, à Roland-Garros dans le staff médical, hein, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. Ça fait, Chaque année, voilà. je le fais depuis une vingtaine d'années Mm. environ, avec plaisir, avec un grand plaisir. Magnifique. Et puis Mathilde, vous êtes professeure de yoga. Vous avez une approche attentionnée par rapport aux personnes qui suivent vos séances. Et vous avez justement un soin particulier pour les personnes qui ont des problématiques, qui viennent avec des objectifs aussi précis en fonction de l'âge, en fonction des besoins. Ouais. Et voilà, comment ça s'est fait? Donc ce livre, entre père et fille finalement, deux métiers, deux approches très différentes. Comment vous est venue l'idée de faire cet ouvrage? Alors, moi, je suis effectivement, vous l'avez dit, un peu chercheur également à l'hôpital. Et donc, je mène cette étude dans les rhumatismes inflammatoires qui s'appelle des spondylarthrites qui touchent la colonne en général. Et donc, en menant cette étude, j'essaye de voir l'impact d'un programme d'activité physique sur ces patients qui sont atteints d'une maladie qui les ankylose. Et donc, grâce à ça, j'obtiens des résultats sur la douleur, sur la capacité fonctionnelle des individus, ce qui permet d'améliorer leur traitement, de réduire leurs anti-inflammatoires. Et je me suis posé la question en constatant ça, si on ne pouvait pas étendre ça à tous les patients, notamment ceux qui ont de l'arthrose, qui touche, en France par exemple, ça touche 15 millions de personnes. Et donc je me suis tourné vers Mathilde, qui voit fréquemment des patients, ou dans sa patientèle, dans sa clientèle plutôt, qui voit beaucoup de patients touchés par l'arthrose, et d'étendre ces exercices proposés aux patients qui ont des rhumatismes inflammatoires, aux patients qui ont de l'arthrose ou d'autres pathologies mécaniques. Et donc alors, vous avez proposé à Mathilde de collaborer sur ce livre pour mettre ensemble finalement vos deux expertises, Voilà. c'est ça? Oui, oui, à l'origine, mon père, pouvait faire, ce livre, seul parce que c'est vrai qu'on peut utiliser des exercices kinés d'ailleurs qui sont repris. C'est pas que des exercices, de yoga, c'est des exercices, issus de plein de choses, de la kinésithérapie aussi. D'ailleurs, on en parle beaucoup, des kinés, dans notre livre. Et c'est vrai qu'un livre, je pense que c'est peut-être plus accessible et plus parlant quand, c'est écrit par, un médecin conjointement à une prof, de yoga. Peut-être qu'il s'adresse à une population, un peu plus, variée aussi, parce qu'on a l'impression que arthrose, arthrite, dans l'esprit collectif, ça touche que les personnes âgées. Or, ça touche, beaucoup de personnes beaucoup plus jeunes et le fait qu'on collabore sur ce livre, ça donne, l'impression juste que, ça s'adresse à des millions, 15 millions, de Français, voire plus. Voilà, il faut aussi préciser que ces exercices s'appuient sur des recommandations médicales internationales. En fait, ce sont des exercices qui suivent des recommandations du type travailler la force musculaire, travailler l'amplitude articulaire, travailler le fitness, le cardio,
travailler l'équilibre, la proprioception. Donc tout ça, ce sont des notions qui ressortent des exercices qu'on propose et qui suivent des indications précises médicales. Ouais. C'est intéressant hein, d'ailleurs parce qu'il y a, voilà, si je ne me trompe pas, il y a 20-30 ans, on était plutôt à dire que le repos était protecteur, qu'il fallait faire attention si on avait mal quand on était en mouvement, en particulier pour l'arthrose. On recommandait aux gens plutôt d'éviter les mouvements. Ouais. On est un peu revenu aujourd'hui, enfin ça fait quand même voilà, Oui, quelques années, mais maintenant... absolument. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le cartilage articulaire, qui est un tissu qui s'abîme au cours de la vie, se régénère un peu lorsqu'on lui fait faire un mouvement, mais un mouvement adapté, un mouvement sans contrainte, un mouvement progressif, un mouvement bien huilé, qui permet à l'articulation de retrouver une capacité fonctionnelle. Et donc, et en renforçant aussi autour de l'articulation, sans la faire forcer finalement. L'idée, c'est de renforcer sans contrainte. Donc, trouver le mouvement le plus juste qui soit, aussi bien dans les exercices que dans une activité physique ou sportive. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que notre collaboration fait sens, parce que dans le yoga, c'est vrai que c'est une pratique, c'est pas un sport, c'est une pratique qui englobe l'aspect mobilité, l'aspect étirement, renforcement profond. Il n'y a pas de côté, à part dans les types de yoga plus modernes qu'on peut trouver, Power Vinyasa, d'autres pratiques comme ça que j'enseigne hein, aussi, qui ont un côté un peu plus cardio. Et finalement, dans la pratique du yoga, on retrouve tous ces aspects qui sont recommandés par l'OMS, par d'autres organismes. Voilà. Donc, c'est pour ça que notre collaboration faisait sens. Oui, il faut préciser, par rapport à ce que dit Mathilde, que le yoga fait partie, pour les rhumatologues, la communauté internationale des rhumatologues, une technique qui allie le corps et l'esprit. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui est très important, c'est que la douleur, quand elle devient chronique dans l'arthrose, il y a une sensibilisation centrale de la douleur, c'est-à-dire le cerveau imprime la douleur et la relance en permanence. Et donc le yoga, en se concentrant à la fois sur le corps et l'esprit, permet de neutraliser plus facilement ces douleurs. C'est pour ça qu'on le conseille particulièrement. Bien sûr, il y a d'autres techniques, hein, comme le pilate, le tai chi, qui ont d'autres vertus, mais le yoga a cette particularité-là. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Donc c'est intéressant, c'est pas seulement le mouvement, la gestuelle finalement du yoga qui est intéressante dans le cas d'arthrose ou d'arthrite. Ouais, c'est le côté aussi, le yoga, on le dit pas assez souvent, on a tendance à le considérer aujourd'hui parce qu'on voit, c'est un peu un biais d'ailleurs, les réseaux sociaux. Ça peut être un outil super puissant et super intéressant, mais c'est aussi un outil qui porte à confusion parce que on voit beaucoup de fit girls qui font du yoga, qui sont hyper bien foutus et qui vont faire des postures hallucinantes. Or, le yoga, c'est une pratique méditative avant tout, qui date de plusieurs centaines d'années. C'est une pratique qui est pratiquée par des personnes très âgées, des personnes très très jeunes en Inde et dans d'autres pays, et qui nous vient de là. Et pour le coup, c'est vrai qu'à l'origine, c'est une pratique méditative, et que le propre du yoga, c'est que quand tu te lances dans une pratique de yoga, eh ben, tu as ton esprit qui déconnecte. Moi-même, j'ai de l'endométriose, des pathologies inflammatoires, cardiovasculaires, desquelles j'ai été opérée. Et je pratique beaucoup de sport depuis que je suis jeune, beaucoup de sport un peu plus compète, endurant, cardio, le tennis, la danse. Enfin, la danse, ce n'est pas un sport, c'est un art, mais bon, Ça reste physique. ça reste physique. Et pour le coup, dans le yoga, la chose que j'ai trouvée, que je ne trouvais pas ailleurs, c'est un bien-être durable et ce sentiment de déconnecter pendant ma pratique et de rester déconnecté après et de retrouver plus la connexion aussi avec mes sensations, ma respiration. Et la respiration, c'est super important quand tu as des pathologies inflammatoires, de bien respirer, de bien s'oxygéner, de bien contrôler son mental, parce que le mental gère la douleur finalement aussi.
absolument. C'est intéressant. Alors, on reviendra sur les témoignages aussi que vous avez au sein de votre pratique. Mais finalement, le premier témoignage, c'est le vôtre. Vous avez souffert de douleur et c'est Ouais. notamment, entre autres, grâce à la pratique continue du yoga que vous avez réussi à apaiser ces douleurs. Ouais, complètement. C'est comme je vous disais, avec les douleurs d'endométriose, on a beau, subir, des interventions, qui sont pas hyper lourdes, mais qui sont quand même, invasives. On a beau, prendre des médicaments, au final, on a toujours, les effets secondaires de Mhm. médicaments qui sont assez forts, assez puissants. Et au final, le meilleur médicament, que j'ai trouvé, c'est, Mhm. véritablement, le yoga. Parce que le yoga, tu te concentres sur des postures qui te font du bien et encore une fois, tu es vraiment dans ton ressenti, le plus profond. Pendant que tu pratiques, moi, j'invite toujours mes élèves à se toucher. C'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup quand on fait un sport ou quand on fait une pratique. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je leur dis: «Touchez-vous, touchez vos parties du corps et essayez de sentir ce qui se passe dans chaque partie du corps. Sentez ce qui se passe au niveau de votre respiration, sentez ce qui se passe au niveau de votre centre, sentez ce qui se passe partout et manipulez-vous un petit peu correctement. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à trouver une juste posture qui nous fait du Mhm. bien. Puis comme on a l'habitude de dire en yoga, il y a autant de postures qu'il y a d'êtres humains sur Terre, c'est-à-dire qu'une seule et même posture peut être faite de milliards de manières différentes. Et toi-même, tu vas trouver ta juste posture qui va te faire du bien et qui va te soulager, ou alors qui va te renforcer, ou alors on n'a pas tous les mêmes alignements. Il y a des alignements précis en yoga, mais qu'on n'est pas obligé de respecter à la lettre si on voit qu'il y a une adaptation qui nous fait plus de bien qu'une autre. Et puis en yoga, la magie du yoga aussi, c'est que quand on a une approche bienveillante et inclusive, pour moi, l'approche inclusive, c'est avant tout de proposer ce qui va faire du bien à la personne et la juste posture Mhm. pour la personne. Voilà. Et proposer des options adaptées. Alors, on va revenir un petit peu sur tous ces bienfaits du yoga pour les articulations. Peut-être avant, pour les personnes ouais, qui connaissent pas très bien ces différentes maladies ou problématiques, on peut revenir sur les termes. On parle de rhumatisme, on parle d'arthrose, d'arthrite, de polyarthrite rhumatoïde. Enfin voilà, il y a beaucoup de termes un peu techniques. Finalement, quelle est la différence entre ces différentes problématiques liées aux Alors, articulations? l'arthrose qui touche la majorité des Mhm. gens, en fait, c'est une usure, dégénérescence progressive du cartilage articulaire. Donc, c'est programmé un petit peu génétiquement, hein. Tout le monde fait de l'arthrose, mais tout le monde n'en souffre pas de la même Mhm. façon. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent déclencher l'arthrose ou favoriser l'arthrose au cours de la vie. C'est avant tout, effectivement, l'usure, disons, pas la maltraitance, mais la mauvaise utilisation des articulations, les traumatismes aussi qu'on peut subir jeune, hein, les traumatismes sportifs, par exemple une pathologie du genou, une rupture du croisé, etc. Donc il y a les facteurs traumatiques, il y a les facteurs mécaniques. Le surpoids, par exemple, sur les articulations portantes, va déclencher de l'arthrose plus vite. Et puis ces dernières années, il y a eu des facteurs qui sont apparus avec l'obésité, le diabète Mhm. de type 2, qui favorisent l'arthrose par le biais de l'inflammation. Et en fait, c'est là où on arrive à la notion d'arthrite, c'est-à-dire que les patients qui ont de l'arthrose, par exemple, qui déclenchent de l'arthrose et qui ont du diabète, bah, ils vont faire peut-être plus de poussées inflammatoires, de poussées d'arthrite, donc qui se confondent avec un rhumatisme inflammatoire, enfin qui évolue comme un rhumatisme inflammatoire. Donc on peut avoir les deux ensemble. On peut avoir les deux ensemble et donc on peut passer de l'arthrose à Mhm. l'arthrite, revenir à l'arthrose et quelquefois d'ailleurs la notion d'arthrite part sur un autre diagnostic qui est le rhumatisme inflammatoire et donc je fais la transition Mhm. vers ces rhumatismes inflammatoires que sont la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des troubles, ce sont des troubles immunitaires, hein, des maladies où on fabrique des auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps contre ses propres tissus qui agressent les articulations. Et donc, il y a effectivement une programmation souvent génétique de ces maladies. Et il faut savoir les reconnaître parce que là, c'est pas comme dans l'arthrose où l'articulation se s'use progressivement. Là, elle peut s'user très vite et on peut avoir une attaque de l'articulation, de la synoviale, enfin tous les constituants de l'articulation qui peuvent souffrir. Quels sont les indices qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille qu'on souffre plutôt d'arthrose ou plutôt d'arthrite?
Alors, l'arthrose donne souvent des douleurs classiques, Mm. avec des articulations qui restent, disons, pas gonflées, qui restent dans un état à peu près normal, qui gonflent un petit peu de temps en temps. Et puis les arthrites rhumatismales inflammatoires, par exemple les mains, on va avoir un gonflement, ce qu'on appelle une synovite, par exemple au niveau des poignets ou des articulations ici métacarpophalangiennes ou interphalangiennes. Et donc ces articulations vont gonfler et donc on va avoir aussi un rythme de douleur qui n'est pas progressif au cours de la journée pour atteindre, pour être maximum le soir. Et ce sont des douleurs qui vont survenir la nuit ou au réveil le matin avec ce qu'on appelle un dérouillage matinal, c'est-à-dire un temps de mise en route des articulations. Aussi bien dans la polyarthrite qui touche les articulations périphériques que dans la spondylarthrite qui touche essentiellement la colonne. Très bien. On entend aussi parfois que l'arthrose, ça fait plutôt mal quand on est en mouvement, quand on fait de l'effort, et l'arthrite, c'est plutôt au repos. Est-ce que c'est vrai? Absolument, c'est tout à fait ce que vous venez de dire. Il y a une petite précision aussi, c'est que quand on suspecte ces maladies, il faut faire des examens complémentaires. Pour la polyarthrite, il faut faire des radios et il faut faire surtout une prise de sang pour détecter de l'inflammation, la C-réactive protéine par exemple, ou des anticorps, facteurs rhumatoïdes, anticorps anti-CCP, enfin toute une batterie d'examens. Donc ça permet d'éliminer dans des cas douteux la polyarthrite ou de la confirmer. Et puis pour la spondylarthrite, il faut faire une imagerie IRM du rachis lombaire, de la colonne lombaire, du bassin, et parfois dépister le test antigène HLA-B27 qui prédomine souvent dans la forme axiale de la maladie. Mathilde, quand vous recevez voilà, au cours de yoga des personnes qui souffrent, que ce soit d'arthrose ou d'arthrite, est-ce que vous sentez qu'il y a une peur de se mettre en mouvement, de faire des exercices? Est-ce que ces personnes ont peur? Oui, les personnes sont toujours. Il y a toujours des idées reçues par rapport à arthrose, arthrite, c'est-à-dire, comme on disait en début d'interview, que ça touche les personnes âgées, mais pas que, qu'il faut se mettre au repos quand on a des douleurs. Or, arthrose, arthrite, c'est comme. Je fais beaucoup le lien avec l'endométriose parce que c'est ce que j'ai, mais du coup, c'est vrai. Et j'ai aussi d'ailleurs de l'arthrose, si ça peut rassurer des personnes. J'ai 33 ans, j'ai aussi de la discarthrose, enfin de l'arthrose dans le dos. Mais au final, non, les personnes ont l'impression, quand elles ont une sensation de douleur ou d'être inflammées, du coup, elles ont une sensation qu'elles doivent s'arrêter, stopper, se reposer. Or, le mouvement aide à vraiment faciliter la circulation de tout dans le corps, même des énergies. Enfin, en termes de yoga, on parle beaucoup de prana, c'est-à-dire la circulation du souffle et de l'énergie vitale. Et c'est vrai que mettre en mouvement le corps permet de remettre en mouvement aussi l'esprit. Et puis, comme on le disait aussi, on en revient à ce qu'on disait au départ, permet de penser à autre chose que la douleur et de se concentrer sur un mouvement qui fait du bien au corps, qui fait du bien à l'esprit. Et bien entendu que dans les études médicales au sujet de l'arthrose, arthrite, endométriose, on conseille de mettre en mouvement, mais doucement, c'est-à-dire il faut écouter sa douleur. Si tu es en pleine période de crise, c'est pas là où tu vas aller te faire un run de 10 km ou un Ironman. Mais c'est là où tu vas peut-être aller faire un petit tour de pâté de maison en trottinant, en ayant une circulation qui est un peu meilleure dans ton corps, de l'énergie, en laissant pas les choses stagner, que ce soit l'énergie, le sang, enfin tout. En fait, il faut que tout circule correctement dans le corps quand tu te mets en mouvement. Et le yoga, c'est vraiment... t'es pas obligé de tout faire quand tu as un cours de yoga. Aussi, le principe, c'est vraiment qu'il y ait un esprit vraiment bienveillant. Et comme je le redis encore une fois, c'est vrai que l'esprit bienveillant et inclusif, pour moi, c'est dire à quelqu'un qui est pas bien un jour, qui vient avec ses appréhensions et qui me dit tu sais, aujourd'hui je suis pas très bien, mais qu'il ait de l'arthrose, arthrite ou autre chose, juste qu'il ait mal, qu'il se soit fait mal, qu'il soit pas bien, qu'une fille ait ses règles ou qu'elle soit pas bien je vais lui dire écoute-toi, fais les mouvements comme tu as envie de les faire, moi je les décris, je propose des options, demande-moi des options si tu as besoin. J'en donne de toute façon au fil du cours. Et si tu as besoin de prendre des pauses, t'en prends. Si tu sens que ça te fait du bien, tu le fais. Et à la fin du cours, en général, je vais demander à ces personnes, alors comment tu t'es senti? Et 9 fois 8 sur 10, la personne se sent beaucoup mieux et est contente d'avoir bougé, de s'être écoutée. Voilà.
Oui, d'ailleurs, Oui, oui, c'est vrai que ce que dit Mathilde, c'est vrai. Pour reprendre de façon plus globale l'activité physique, bon, il y a d'abord une progressivité dans les programmes, les exercices. J'imagine que la première séance de yoga n'est pas à fond, enfin qu'on se teste progressivement. Et puis après, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des jours où on est moins bien. Bah, moi, je vois mes patients quand je leur donne les programmes d'activité physique ou des exercices à domicile. Il y a des jours où ils n'arrivent pas à les faire, ils n'arrivent pas à utiliser les élastiques, les haltères. Bah, ils font à blanc ou ils prennent quelque chose de plus léger, mais ils ne s'arrêtent pas. C'est un continuum, hein. C'est comme la vie, le mouvement, c'est comme la vie. Ça ne on dit que s'arrête le pas. mouvement, c'est la vie même. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, le mouvement, c'est la vie. Vous voyez, moi, le jour où on fait cette interview, je suis enceinte. À chaque fois aussi, on a ces idées reçues par rapport aux femmes enceintes, par rapport aux personnes qui ont des douleurs, qui se sentent pas bien. Je me suis pas sentie bien pendant mon premier trimestre. Pourtant, j'ai mis un point d'honneur tous les jours à bouger. C'est super important, peu importe ta condition. Ça te met forcément dans un bon état d'esprit, de bouger, de t'être accordé du temps, d'avoir fait un mouvement, quel qu'il soit. Nous, on en reparle dans notre livre à de nombreuses reprises du fait que on ne s'arrête pas de bouger. Par contre, on adapte le mouvement. Tu as le droit de t'autoriser de ne pas prendre d'accessoires un jour. Tu as le droit de t'autoriser aussi quand tu fais de la proprioception, de l'équilibre, à te tenir à quelque chose parce qu'aujourd'hui, ça va moins bien, parce qu'aujourd'hui, tu te sens plus fatigué. Tu as le droit de t'autoriser tout. En fait, c'est ton corps. Voilà, mais continue de bouger. C'est aussi Voilà. un état d'esprit. Nous, avec mon père, on est sportif. Mon père, il était sportif de haut niveau. Il était tennisman semi-pro, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Moi, j'ai fait du sport aussi, beaucoup de sport, pas au niveau de mon père, que j'admire beaucoup pour les sports qu'il a pratiqués à haut niveau, mais aussi hyper intensément, plusieurs dizaines d'heures par semaine. Et pour le coup, c'est un état d'esprit aussi dans lequel il faut se mettre. C'est-à-dire que le repos complet, parfois, ça peut faire du bien, mais un petit peu de mouvement conscient, tranquille, doux, c'est ce qui est le mieux, un peu chaque jour. En fait, les situations de repos, elles sont assez rares de repos complet. C'est bon, j'ai fait une fracture ou j'ai une grosse poussée de ma maladie, mais le repos, c'est devenu quelques jours, même dans les arrêts maladie qu'on fait aux patients. On fait plus, même un lumbago, les gens restent à domicile, mais ils bougent. Ils bougent un peu. On les met pas au lit. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, on disait couchez-vous, une sciatique, surtout ne bougez plus, etc. Donc ça a beaucoup, beaucoup évolué. Ouais, dans beaucoup de domaines. Ouais. Alors, je reviens à l'arthrose parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant. Ça donne beaucoup d'espoir hein, de lire un livre comme le vôtre parce que on entend souvent quand même que ces maladies de l'articulation, c'est un peu une fatalité. On peut plus y faire grand-chose. Alors on a des médicaments qui marchent très bien sur les symptômes, sur la douleur, pour apaiser la douleur. En revanche, vraiment pour l'articulation, souvent, voilà, on nous dit que on peut peut-être limiter, mais on peut en tout cas pas arrêter et faire grand-chose dessus. Là, finalement, ce que vous nous montrez, c'est qu'avec le mouvement, avec des exercices, avec notamment le yoga, on peut agir sur l'articulation et pas seulement sur la douleur, c'est juste? Voilà, absolument. Dans l'arthrose, où finalement, comme vous l'avez très justement dit, il y a des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des antalgiques, des antidouleurs purs, des anti-inflammatoires. Donc tout le monde connaît certaines molécules que je ne nommerai pas. Mais ça c'est important quand même pour les anti-inflammatoires, pour casser, parce que souvent les anti-inflammatoires sont confondus avec les antidouleurs. Les anti-inflammatoires, ça casse la poussée de la maladie. La maladie, l'arthrose, en fait, elle évolue par poussée. Mais si on sait reconnaître ces poussées, on les traite par exemple avec un anti-inflammatoire de 3 jours et on adapte le mouvement. Et donc cette thérapie du mouvement finalement et de traiter aussi, on n'en a pas parlé, mais du surpoids, parce que le surpoids était quelque chose de très important mécaniquement, mais aussi il faut savoir que le surpoids crée une augmentation du tissu adipeux graisseux qui peut relarguer des cytokines inflammatoires. Donc en fait, en observant ce traitement, activité physique, exercice, entretien, mouvement, yoga, ce que vous voulez, plus un contrôle du poids et donc de sa diététique, on en parlera peut-être un petit peu, en fait c'est un traitement à part entière, ça devient un traitement à part entière de l'arthrose, où on n'a pas de traitement de fond absolu, médicamenteux, qui bloque la dégénérescence du cartilage. Ça n'existe pas encore, il y a beaucoup de pistes de recherche, mais on ne l'a pas encore. Par contre,
on peut stabiliser toutes ces poussées inflammatoires par toutes les techniques que je viens de vous citer. Et alors, voilà, l'exercice, le mouvement, il agit sur plusieurs niveaux, au niveau de l'articulation. Donc, j'imagine sur la musculature autour. Oui, L'irrigation, vous en avez parlé. Est-ce qu'il y a un effet aussi anti-inflammatoire? oui, alors absolument. Il y a 2 effets en fait de la pratique des exercices. Alors il faut qu'ils soient quand même soutenus dans le temps, hein. Les effets de l'exercice, ils sont obtenus au bout de 3 mois, hein, dans les études. D'accord. Donc faire 3 exercices et puis dire ah ben je comprends pas, j'ai pas moins mal. Au début, je vais même avoir peut-être plus mal. Et au bout de 3 mois, bah, il y a un effet, si les exercices sont faits régulièrement et en quantité suffisante aussi, 150 minutes par semaine selon l'OMS, et ben, ça finit par sécréter au niveau du cerveau, c'est ce qu'on disait, le corps et l'esprit. Donc au niveau du cerveau, il y a un effet de relargage de substances opioïdes, comme si je me fabriquais ma propre morphine. Et finalement, ce bien-être, un peu le bien-être du marathonien qui court au bout d'un certain temps, au bout de 45 minutes, il sent ses effets antidouleurs. Et puis, un autre aspect important de l'activité physique, c'est l'effet anti-inflammatoire. Et cet effet anti-inflammatoire, il est obtenu par la contraction musculaire un petit peu puissante qui, par un certain nombre de réactions, diminue la production de cytokines, alors l'interleukine 6, le TNF, bon, c'est toutes des substances inflammatoires qui agressent les articulations. Et donc, ces substances sont bloquées. Et donc, on obtient, par un exercice physique un peu plus soutenu, aussi un effet anti-inflammatoire. Donc, en fait, un double effet antalgique et anti-inflammatoire. Ce qui est d'ailleurs le but de mon étude, c'est de montrer que sur des maladies vraiment inflammatoires, on obtient un effet thérapeutique significatif. Et il y a quelque chose qui est super important à rappeler, dont mon père vient de parler, mais c'est que beaucoup de personnes s'attendent à avoir des résultats hyper rapidement en faisant un truc une fois de temps en temps, un petit truc, même un petit flow de yoga. Ah, j'ai fait une fois un cours de yoga dans ma vie, pourtant il y a 3 ans, pourtant aujourd'hui je me sens pas mieux. Il y a beaucoup cette mentalité, mais qu'on peut pas reprocher parce qu'aujourd'hui on est un peu dans la société du tout de suite. Oui, absolument. Donc du coup, c'est vrai qu'on on comprend pas quand quelque chose demande du temps. Et par exemple, dans la pratique du yoga, c'est vrai que c'est une pratique qui est hyper représentative de la cohérence et la régularité. C'est-à-dire que le yoga, tu peux progresser très très vite dans ta souplesse, dans ton renforcement profond, dans ton équilibre, dans ta concentration, dans ta gestion du souffle. Tu peux progresser très très bien, mais à condition d'être régulier dans ta pratique. Tu peux pas attendre. Moi, il y a beaucoup de mes élèves qui arrivent et qui me disent je comprends pas. Après, j'ai déjà fait 3 cours, j'arrive pas à faire un équilibre sur la tête et j'arrive pas à faire le grand écart, je comprends pas. Bon, alors après, je donne ça comme exemple parce que c'est des exemples hyper extrêmes. Oui. Pour que les gens visualisent. Mais attention, le yoga, c'est pas ça, hein. Le yoga, c'est plein de postures, des enchaînements de postures hyper simples. Tadasana, la posture debout, c'est une posture de yoga qui est hyper importante. Le chien tête en bas aussi, c'est pas des postures waouh dans l'esprit collectif. Mais il y a une régularité à avoir dans le mouvement selon les recommandations mondiales et aussi selon ce que mon père a constaté sur ses patients sur lesquels il a fait des études prolongées. Et ce que j'ai constaté, moi, avec mes élèves réguliers, je donne beaucoup de cours collectifs où les gens viennent régulièrement, sur lesquels je vois des progrès immenses, et beaucoup de cours privés aussi, où là, j'ai vraiment un suivi en one-one qui me permet vraiment de voir des preuves d'efficacité sans pareil. Et d'ailleurs, ce que je propose de faire à mes élèves en cours privé, c'est de prendre une photo d'eux dans une certaine posture, premier jour de nos cours, et après, quelques mois plus tard, de leur prendre une photo pour leur montrer comment le corps s'est allongé, étiré, renforcé. Et à chaque fois, ils trouvent ça impressionnant. Alors justement, puisque vous parlez de preuves, de témoignages, bon, alors il y a eu plusieurs études, en particulier à partir de 2018 jusqu'en 2026. Il y a eu trois grandes méta-analyses qui sont parues dans des grandes revues, notamment dans la prestigieuse revue PLOS ONE, qui montrent les effets du yoga sur les articulations, en particulier sur l'arthrose du genou, avec une amélioration du confort, une amélioration aussi de la mobilité, donc de la fonction vraiment du genou.
qui sont impressionnantes. Mais au-delà des études, qu'est-ce que vous avez peut-être comme témoignage, comme histoire concrète à raconter que vous avez eu, Patrick, dans votre patientèle et Mathilde parmi vos élèves? Alors moi, dans ma patientèle, oui, j'ai beaucoup de gens, alors pas seulement du yoga, Mhm. des gens qui font du pilate, d'autres qui font du tai chi. Je pense que toutes ces méthodes aident, le patient à trouver des repères, parce que finalement, toutes les méthodes sont bonnes si elles sont bien appliquées, s'il y a une motivation pour les faire, sur une durée suffisamment prolongée, s'il y a une progressivité. Et donc, je pense que oui, c'est la régularité qui paye. Et pour revenir donc à toutes ces études, je pense que l'intérêt, c'est quand même d'avoir montré qu'elles agissaient un peu comme un médicament. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, quelle qu'elle soit, le yoga étant particulièrement intéressant parce qu'il y a un degré de concentration, je pense, encore peut-être supérieur aux autres techniques dans mon esprit. C'est des gens qui font de véritables progrès, qui me disent je descends beaucoup mieux les escaliers. Mes gestes du quotidien, par exemple, je ne pouvais plus m'occuper de mes petits-enfants parce que j'arrivais pas à me baisser. J'étais surdosée en fer. Et du coup, ça a créé un contre-effet, un effet indésirable, qui était les nausées, les vertiges, etc., que je n'expliquais pas. Il peut jamais y avoir de faux mouvements quand tu travailles la chaîne postérieure sur le dos.